Et donc, on aborde l'avant-dernière rencontre inspirante de la journée avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour, enchantée. Comment ça va? Très bien. Quelle est ton énergie? Positive. Une énergie Toujours. positive? Eh bien, formidable. J'ai une question à te poser, Nathalie, avant de commencer, pour que les gens ici te connaissent mieux. Est-ce que tu peux nous raconter ta soirée la plus mémorable de ces dernières années? Ou alors, dont tu ne te rappelles pas? C'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup. Non, peut-être je prendrais l'exemple d'une soirée qui était censée être déguisée, professionnelle, où c'était les super-héros. Et en fait, je venais de prendre le poste de RSE chez Coty. Et du coup, Avatar était sorti et je suis venue en Avatar. En sauveuse du monde, voilà. Rien que ça, voilà. Nathalie, du coup, tu es cofondatrice et directrice de Gaiact. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est Gaiact et qu'est-ce que tu fais? D'accord, donc Gaiact, c'est du conseil en impact positif, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises dans leur transition écologique et solidaire. Un peu sauveuse du monde Avatar. Exactement. J'essaye d'avoir un impact positif, ou plutôt de faire prendre conscience qu'il y a une vraie valeur ajoutée à se poser ces questions et à les intégrer à la fois dans la stratégie, dans les pratiques et dans les services que les entreprises proposent. Et concrètement, ça veut dire que y a des entreprises qui te contactent et qui te disent, en fait, voilà, nous, on aimerait bien être plus vertueux sur tel ou tel aspect de l'activité de notre entreprise. Et du coup, à ce moment-là, toi, tu leur dis, oui, je peux vous aider. Et tu les aides à faire des bilans et à voir... c'est ça ? Tout à fait. Alors, les besoins sont souvent polyformes. C'est-à-dire que les entreprises peuvent être soit au début de leur démarche. Donc, dans ce cas-là, on va être vraiment d'abord sur un diagnostic, une matrice de matérialité, c'est-à-dire essayer de voir un peu l'impact de cette entreprise sur les enjeux environnementaux et sociétaux, et aussi les attentes de leurs parties prenantes. En fonction de cette matrice, on définit des points clés, une priorité en fait, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Et ensuite, en fonction de ça, on définit une stratégie, des objectifs, un plan d'action et un plan d'engagement. Et donc les entreprises qui sont, elles, avancées ou qui ont commencé leur chemin, dans ce cas-là, elles viennent me voir pour plutôt avoir un avis critique. C'est-à-dire, voilà, j'en suis là aujourd'hui, comment je pourrais aller plus loin? Et donc, dans ce cas-là, on ne refait pas toute la démarche, mais on va aller chercher dans, justement, les entreprises innovantes qui peuvent inspirer leur business model. Et du coup, tu es basée à Montpellier ? Oui, depuis 1 an, donc c'est tout nouveau pour moi, c'est un vrai plaisir, c'est une ville hyper dynamique et je suis ravie d'être là. C'est vrai que mon réseau, il est plutôt parisien puisque j'ai travaillé 25 ans à Paris et donc là, maintenant, j'ai à cœur à m'ancrer territorialement. Et tu as fait quoi du coup avant d'arriver à Montpellier? Comment t'en es arrivé à créer Gaiact? Donc 25 ans de travail chez Coty. Coty, c'est un groupe de cosmétiques international, beauté, hygiène et parfum. Qui est assez éloigné de ce que tu fais là, du coup. Alors, qui était éloigné, parce que quand je suis rentrée là-bas, on va dire toute petite, en intérim, je faisais de l'administratif. Pour les vieux comme moi, ils savent ce que c'est de faxer des documents. Je faxais des documents. Et de fil en aiguille, du coup, j'ai toujours fait évoluer mes postes. Et donc, j'ai digitalisé cette partie du process, amélioré le process, etc. Ensuite, on m'a dit, du coup, tu n'as plus de boulot. Oui, ok, qu'est-ce que vous me proposez? Je suis passée en développement produit. Et là, je me suis rendu compte de plein de trous dans la raquette aussi. Et surtout, ma conscience écologique, elle a explosé le jour où je me suis occupée des campagnes de Noël. Pour l'industrie de la cosmétique, c'est en fait prendre des produits emballés, les mettre dans un autre emballage encore plus gros, qui est voué à être jeté juste après être offert. Alors là, j'ai fait non, c'est pas pour ça que j'ai envie de m'engager. Donc du coup, j'ai commencé l'éco-conception
à ce niveau-là. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à parler développement durable. J'ai proposé de mettre en place une fonction RSE. Au début, on m'a regardé un petit peu avec des grands yeux en me disant... je ne crois pas que ça a de l'avenir. C'est pas vraiment la priorité, là, voilà. en fait. Et puis, jusqu'au jour où les graines que j'avais semées, elles ont poussé. Et j'avais continué, moi, mon activisme en interne. Je m'étais formée, j'allais aux conférences qui commençaient à émerger sur le sujet. Mais justement, toi, personnellement, comment t'en es arrivé à t'intéresser à ce sujet-là ? Je te dis, à travers mon travail. C'est vraiment à travers mon travail. Après, j'ai eu des enfants, donc peut-être aussi, il y a eu cette révolution personnelle. Mais vraiment à travers mon travail, parce que c'était ces sources, je voyais le gâchis. Le gâchis, je voyais le non-sens, en fait. Et moi, j'avais besoin de me projeter dans mon travail. C'est toujours été important pour moi, c'est d'avoir du sens. Et donc, voilà, j'ai voulu travailler pour la planète. À l'époque, il y a un livre d'Elisabeth Laville qui était un travail pour la planète, pourquoi pas pour moi. Et du coup, dedans, il y avait évoluer au sein de votre entreprise. Faites changer votre entreprise. Et j'ai dit, ça, c'est pour moi. Voilà. Et c'est là que tu t'es emparé du sujet chez Coty et où tu as proposé du coup à l'entreprise de s'intéresser à ça. Et au fur et à mesure, tu as réussi à faire évoluer les pratiques en interne. Oui. Un jour, j'ai réussi à faire toute une étude de benchmarking, donc regarder un petit peu ce que faisaient les concurrents. Et L'Oréal, déjà à l'époque, était engagé. Pierre Fabre aussi, etc. Donc du coup... j'ai été au culot, je suis allée voir le COMEX et je leur ai dit voilà ce qui se passe, voilà les enjeux, voilà ce qu'il faudrait faire. Et ils m'ont fait sortir et ils m'ont fait re-rentrer et ils m'ont dit banco, on t'ouvre le poste. Et là, toute une aventure a commencé puisque je partais d'une page blanche et c'était hyper motivant et en même temps très très dur. Oui, j'imagine. Parce qu'il m'avait dit oui, mais il y avait toute la transformation à mettre en place. Et toutes les personnes à embarquer là-dedans. À embarquer, c'est ça. Ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, il suffit d'ouvrir des synapses en leur parlant des choses et ça mûrit. Et après, ils me disent, mais depuis que tu m'en as parlé, je l'entends partout. Donc du coup, c'est comme ça. Ça prend du temps, surtout quand il y a du changement de management. Il faut toujours réengager. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être tenace, toujours croire en ses rêves. Et du coup, après, on a mis en place... voilà. J'avais fait un plan en 7 ans. Mon objectif, c'était de transformer la boîte, faire en sorte que le développement durable, l'éco-conception, la prise en compte des besoins éthiques soit bien intégrée à la stratégie de l'entreprise. Et rien ne s'est passé comme j'ai voulu. mais au bout de 10 ans, j'avais tiqué un petit peu toutes les boxes. Et voilà, on a maintenant une vraie stratégie d'achat responsable, avec des outils qui nous permettent d'évaluer les fournisseurs. On a mis en place un système d'éco-conception avec un index sur les produits qui, du coup, traque l'évolution lancement après lancement. On a engagé les employés avec un forum d'ambassadeurs. Ça a été le plus beau retour, j'allais dire, que j'ai eu, parce que il y avait à peu près 10 000 employés chez Coty. Et quand on a des retours en disant depuis que je suis ambassadeur, ça a changé ma vie, ça me donne une motivation supplémentaire pour me lever, ça fait du bien. Ça fait du oui, bien. Tu m'étonnes. Ouais. Tout à l'heure, on parlait avec Antoine, qui est à ta place, qui est directeur du développement de la AXA Climate School, et qui, en fait, a développé un outil pour former les employés. Et du coup, la question que je me pose, c'est une fois que ce qu'il nous disait surtout, c'était que c'était bien de former les employés, mais c'était le top management en fait qui décidait derrière. Pour toi, c'est quoi les arguments qui ont fait que, au moment où tu leur as proposé, que tu y as été au culot, qu'ils ont accepté d'ouvrir cette démarche RSE au sein de l'entreprise? C'est quoi les arguments qui ont fait que ça a pu exister? Alors, à l'époque, l'argument clé, ça a été la gestion de risque. C'était à quelle année à peu près? Quand je les ai rencontrés, c'était en 2012.
2012. Et moi, je semais les graines depuis 2000, déjà. Voilà. Donc, ça a été un long chemin. Et en fait, ils ont surtout... ce qui a fait tiquer, c'était la gestion de risque. Parce que forcément, mieux anticiper l'avenir, les changements sociétaux, environnementaux, c'est une façon aussi de mieux anticiper les risques réputationnels, les risques de rupture d'approvisionnement, les risques de changement de marché, de besoins consommateurs. Donc, il y a eu vraiment au départ, ça a été ça. Après, on a travaillé beaucoup avec la R&D, recherche et développement, et ils ont compris que ce n'était pas seulement de la gestion de risque, mais c'était aussi ça leur donnait capacité d'innovation. Innovation sur des produits, innovation sur de la matière première, etc. Donc voilà, transformer du négatif, on va dire, gestion du négatif, en création de valeur positive. Et en opportunité aussi de développer de nouvelles gammes et surtout de transformer tout ce qui est fait. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, au-delà de juste la dimension morale et éthique de s'engager pour l'environnement, on peut réussir à transformer l'entreprise en trouvant les bons arguments. Et en fait, en s'adaptant toujours aux personnes qu'on a en face de nous, si on arrive à voir l'intérêt qu'elle peut avoir à se transformer, on peut réussir à faire shifter aussi. Et c'est là où c'est intéressant parce que j'avais une connaissance transversale de l'entreprise. Donc, j'avais le langage adapté pour parler à recherche et développement, pour parler aux acheteurs, pour parler à la chaîne de supply, etc., au marketing. Et d'ailleurs, petite anecdote, le marketing, moi venant du marketing, je pensais que c'était les premiers qui allaient shifter et prendre ça à bras-le-corps. Et en fait, ça a été la dernière fonction. Parce qu'ils sont tellement pressurisés par le marché, etc., tant qu'on ne montre pas des études de marché qui montrent que voilà, les produits bio ou éco-conçus, c'est la tendance. Du coup, voilà. Mais c'est aussi ça qui est maintenant, du fait que tu es aussi dû convaincre toutes les branches dans l'entreprise, qui fait qu'aujourd'hui avec Gaiac, tu peux en fait aller sur plein d'entreprises, plein de sujets différents, parce que sur la transformation de l'entreprise, sur un sujet, le coty c'est du maquillage, c'est du produit de beauté, etc. Et en fait, c'est pas le cœur du métier de parler environnement, et du coup, tu peux avoir cette vision d'ensemble aussi. La connaissance du tissu industriel, en fait, que ce soit dans une entreprise de cosmétiques, de parfums, ou dans une entreprise de mode ou même d'alimentaire, c'est pas le même marché, mais en fait, les principes du développement durable s'appliquent partout. D'une façon qu'il faut adapter, mais il s'applique partout de la même façon en fait. Et tu disais que tu avais été un peu au culot pour présenter la démarche RSE au COMEX. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote du jour où tu as présenté la démarche RSE à l'entreprise ? Alors, c'était je crois en 2013, je me souviens plus, enfin assez tôt. Il y avait une grande réunion avec tous les patrons de pays, marketing, commercial et tout ça. Il y avait 200 personnes dans la salle. Et ça y est, vous voyez la photo. Et en fait, j'avais en gros 10 minutes pour convaincre. Je lançais la démarche. Le but, c'était de recruter des ambassadeurs et de faire comprendre un petit peu le changement qui s'amorçait chez Coty. Et donc, lors de ces grandes réunions, c'est une réunion très marketing avec des marques qui arrivent avec des superbes spots télévisés, etc. Voilà. Je me suis dit, comment je vais pouvoir avoir un impact ? Il faut que je fasse quelque chose de décalé. Et donc, je suis rentrée sur le son des abeilles et j'étais déguisée en abeille, j'allais dire stylisée, en carton recyclé, bien entendu, toujours l'authenticité. Du coup, j'avais 3 messages. C'était because, avec B-E-E, donc l'abeille en anglais, pour dire pourquoi on s'engageait,
We Believe, donc là c'était nos valeurs et nos objectifs. We Behave, et donc notre plan d'action. Et en fait, cette anecdote, c'est rigolo parce que j'étais morte de trouille, mais morte de trouille, vraiment, c'était ma première présentation, etc. Je me suis dit, et là c'est vraiment culotté. Et en fait, 10 ans après, on m'en parlait encore. Ceux qui étaient encore dans la boîte m'en parlaient encore en me disant que ça les avait marqués. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de ridicule. Voilà la clé du succès d'une stratégie RSE dans une entreprise. La stratégie a bien évolué après. C'était juste les prémices. C'est plus juste se déguiser en abeille après. Ok. Il y avait au-delà de ça aussi. Mais à quel moment, en fait, tu as senti des résistances aussi bien dans quand tu étais chez Coty qu'aujourd'hui dans les entreprises? C'est quoi les principaux freins, en fait, au changement? Et c'est quoi les problématiques auxquelles les entreprises sont confrontées? Je dirais que c'est l'intégration de ces problématiques au cœur des métiers. C'est vraiment quand on arrive à toucher au cœur du métier, c'est là où, du coup, il y a un vrai changement de paradigme qui peut s'opérer. Tant qu'on est dans la stratégie, tant qu'on est même, j'allais dire, dans l'engagement employé, ça reste à des niveaux soit des très hautes sphères, soit de l'individuel. Quand on arrive à vraiment toucher le cœur des métiers, et d'ailleurs, nous, ce que je mets en place régulièrement, c'est vraiment comprendre, faire des playbooks, voilà, dire, OK, vous êtes acheteur, comment ça se passe aujourd'hui, comment ça se passerait demain si vous aviez ces problématiques intégrées dans vos fonctions, dans vos objectifs. Et donc, du coup, on aide à cette transformation en ayant un aspect formation. Et l'important, c'est qu'ils comprennent que ce n'est pas faire plus, mais c'est faire différemment. Voilà. La peur, c'est de dire j'ai pas le temps, je suis déjà over, voilà. Non, tu peux faire. Oui, ça vient pas se rajouter, c'est changer, c'est transformer la manière de faire. Changer le logiciel. Et donc, à partir du moment où tu arrives à faire ce déclic et à de montrer du coup le changement et la manière de faire qui est différente, on arrive à se dire c'est plus une contrainte, mais c'est intrinsèque à la nouvelle méthode. C'est une opportunité. Ils prennent ça comme une opportunité et du coup, ils deviennent acteurs du changement. Et c'est plus la tour d'ivoire RSE. Souvent, on compare la RSE corporate à la tour d'ivoire qui a des belles idées mais difficiles à appliquer. Du coup, c'est plus la tour d'ivoire, c'est eux qui, dans leur métier, intègrent ces dimensions et changent leur métier et avec ça, influence leurs parties prenantes. La RSE, c'est transversal, c'est pas en silo. Et c'est un peu ce qu'on reproche aussi aujourd'hui aux politiques, c'est que chaque ministère a son truc et qu'en fait, le ministère de la Transition écologique devrait infuser dans tous les ministères et pas juste le ministère de la Transition. Sinon, ça sert à rien. Exactement. Et ça a été proposé d'ailleurs par Nicolas Hulot à l'époque. En 2007, hein, on s'en souvient. Et on sait aussi ce qui ne s'est pas passé. Et sur tout le chemin, en fait, là, on a beaucoup parlé au niveau professionnel, mais au niveau personnel, comment ça se diffuse aussi cette chose-là? On disait tout à l'heure avec Antoine qu'au niveau professionnel, les gens étaient sensibilisés parce que il y a les gens de la Tour d'Ivoire de la RSE qui viennent leur dire qu'il faut changer et qui après évoluent aussi personnellement. Et toi, comment en fait ce que tu as accompagné dans l'entreprise, tu t'es engagé aussi de manière beaucoup plus personnelle, hein, en dehors du professionnel? Oui, alors je pense que ça change notre façon de voir le monde. Après, voilà, on vit aussi avec ces contradictions. Hein. Ça m'arrive de fumer une cigarette, voilà, de prendre l'avion. Enfin voilà, je ne suis pas un ayatollah de l'écologie, mais je pense que ça nous aide à avoir une capacité de résilience. C'est-à-dire que
aujourd'hui et demain, l'important, ça va être de s'adapter. Le changement climatique, il est là, il ne va pas s'arrêter, malheureusement. Donc, les entreprises doivent s'adapter. Et nous, on doit s'adapter aussi, on doit s'adapter. Et en fait, c'est ce que j'ai appris à travers tout ce parcours. J'ai eu des ruptures de vie aussi, voilà, avec des décès, des choses comme ça, qui m'ont impacté fortement. Mais ce que j'ai appris de tout ça, c'est que on peut toujours transcender quelque chose de négatif et s'en servir pour être plus fort et pour être authentique. Voilà. Est-ce que tu serais prête à accepter de répondre à des questions de la part du public? Avec grand plaisir, la foule en délire. Exactement. Et on a une première question devant. Bonjour, merci. Moi, j'ai une question concernant la création de Gaiact. Pourquoi, du coup, avoir créé cette entreprise-là plutôt que être resté dans un grand groupe? Est-ce que c'était une sensation d'avoir déjà accompli quelque chose? Et si c'était une envie de changement, pourquoi ne pas être allé dans un autre grand groupe? Et pourquoi vraiment avoir eu cette volonté de créer quelque chose d'indépendant? Tout à fait. Alors, ça a été un vrai changement de vie, effectivement, parce que suite à mon expérience, j'aurais pu continuer ma carrière dans les groupes corporate. Mais j'ai eu en même temps, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, une rupture de vie. Mon mari est parti d'un cancer, voilà. Et en fait, je ne me voyais plus vivre de la même façon. Il fallait que je me réinvente. Il fallait que je sorte de là où j'étais. Donc j'ai quitté ma société, j'ai quitté ma région, j'ai quitté mes amis, et je suis venue m'installer ici. J'avais besoin d'indépendance, de liberté. Et associé à ça, j'avais envie d'étendre mon impact. Parce que être dans une société, c'est bien, on a de l'impact dans cette société et éventuellement dans le secteur d'activité, à travers les différents réseaux que l'on met en place. Mais là, j'avais envie de toucher à la fashion, à la food. Voilà, j'avais envie vraiment d'étendre l'impact et d'aller proposer mes services à qui veut. Qui veut. Donc ça a été c'est des choix. Voilà, c'est des choix. Pour moi, c'était le moment de le faire pour tout un tas de raisons. Et je ne regrette pas ce choix parce que maintenant, j'ai travaillé avec des marques aussi prestigieuses que Lacoste, Colgate-Palmolive, Cristalco. Enfin voilà, du B2B, du B2C. C'est hyper motivant, engageant. Et pourquoi Gaiact, peut-être Gaïa, c'est la déesse de la terre, et acte pour action. Donc j'avais vraiment envie d'un nom qui représente cette volonté d'action en faveur des écosystèmes. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent? Encore avec beaucoup de dynamisme comme ça. Bonjour. Je voulais savoir si la RSE pouvait s'appliquer à tout type de société, c'est-à-dire on parle de grands groupes, mais est-ce qu'une micro-entreprise peut en bénéficier? Tout à fait. Les grands groupes, généralement, ils ont engagé une démarche, d'ailleurs, puisque maintenant, il y a une obligation de reporting à partir de 250 salariés. Les PME, les plus petites entreprises, ce n'est pas encore devenu obligatoire. Mais la démarche, souvent, ils l'ont engagée par eux-mêmes, mais ils n'appellent pas forcément ça comme ça, et ils ne vont pas forcément au bout. Donc oui, le conseil peut très bien aller à la fois aux grandes entreprises et aux petites entreprises. Le but que j'ai, moi, c'est vraiment de leur montrer les opportunités de business, éventuellement les faire repenser leur modèle de croissance pour s'adapter au monde de demain. Une autre question? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais te dire un grand merci, Nathalie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire et ton activité. On se retrouve dans 2 petites minutes pour la dernière rencontre inspirante de la journée. À tout de suite.